Emmanuel Macron en visite au Bénin ce mercredi, avant-dernière étape de sa tournée africaine. Le président français qui, comme il l'avait déjà fait au Cameroun, a une nouvelle fois critiqué Moscou. La justice européenne valide la décision prise par les États membres de l'Union de suspendre la diffusion de la chaîne de télévision russe RT, accusée de propagande. Confrontée à une grève massive du personnel au sol ce mercredi dans les aéroports de Munich et Francfort, la compagnie Lufthansa annule plus d'1 millier de vols. Après le Cameroun, Emmanuel Macron était ce mercredi au Bénin, nouvelle étape de sa première tournée africaine depuis sa réélection. À Cotonou, le président français a rencontré son homologue béninois, Patrice Talon. Au menu des discussions, notamment le soutien français à la sécurité au Bénin, pays victime d'attaques récurrentes perpétrées par des groupes armés. Ce que nous voulons faire, c'est bâtir ensemble, de manière très concrète, la rénovation de la présence française et de ce partenariat en appui, en soutien, formation, équipement, accompagnement. L'année dernière, pour marquer un renouveau des relations franco-africaines, la France avait restitué au Bénin 26 œuvres du trésor d'Abomey. Des œuvres qu'Emmanuel Macron a pu apprécier lors d'une exposition au palais présidentiel de Cotonou. Des œuvres pillées par les troupes coloniales françaises en 1892. La colonisation, le chef de l'État français l'a bien évoqué, mais sous l'angle de la guerre en Ukraine. La Russie a lancé une offensive contre l'Ukraine. C'est une guerre territoriale qu'on pensait disparue du sol européen. La Russie est l'une des dernières puissances impériales coloniales. Emmanuel Macron avait déjà vivement critiqué Moscou mardi lors de sa visite au Cameroun et alors que le chef de la diplomatie russe est lui aussi en tournée en Afrique. Sergueï Lavrov, qui avait alors estimé de son côté en Ouganda que la Russie n'était pas responsable des crises de l'énergie et des denrées alimentaires, dénonçant une campagne très bruyante autour de tout cela. La justice européenne valide la suspension de la diffusion du média russe RT. Le tribunal déclare et arrête. Le recours est rejeté. Les juges estiment que la décision de l'Union européenne de faire taire Russia Today ne menace pas la liberté d'expression. Face à l'urgence de la situation provoquée par la guerre, le tribunal européen explique que la suspension mise en œuvre rapidement n'a pas violé le droit du média russe à être entendu. Les États membres ont décidé au mois de mars d'interdire RT et Sputnik dans les jours qui ont suivi l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Les 27 soulignaient alors que Moscou utilisait ces canaux afin de transmettre sa propagande à destination de l'Europe et recourait à ces médias pour justifier sa guerre contre Kiev. La filiale française de RT a porté l'affaire devant la justice européenne. Elle accusait le Conseil, l'institution qui représente les États membres, de ne pas être compétent en la matière et que cette suspension violait la liberté d'expression. Je soutiens avec force la liberté d'expression et la liberté des médias. Mais RT et Sputnik ne sont pas des médias. Ce sont des armes d'une guerre hybride. Ce n'est pas moi qui le dis, mais la directrice de RT a répété à plusieurs reprises qu'elle était à la tête d'un outil de guerre contre les démocraties et nous voulons protéger nos démocraties. Le porte-parole du Kremlin dénonce la décision de la justice européenne. Dmitri Peskov parle d'une attaque contre la liberté d'expression et la liberté de la presse. En représailles, la Russie va gêner le travail des médias occidentaux sur son territoire. Plusieurs milliers de Russes passent leurs vacances d'été dans la péninsule ukrainienne de Crimée. Cette péninsule annexée en 2014 par Moscou sert de base arrière de l'armée russe dans sa guerre contre l'Ukraine. Mais la saison touristique s'annonce morose, notamment ici à Sébastopol. Les risques liés au conflit, les difficultés d'accès et les premiers effets des sanctions occidentales sur le portefeuille des Russes ont entraîné une baisse de la fréquentation. Cette touriste de 31 ans est venue en voiture de Saint-Pétersbourg avec son mari et ses 2 enfants. Les nouvelles et les rumeurs ont dit qu'il y avait des tentatives de faire sauter le pont de Crimée, mais qu'elles ont été empêchées. Cela, bien sûr, inquiète les gens et beaucoup refusent de venir ici. Ancien colonel à la retraite de l'armée de l'air soviétique, Albert Agagoulian, 69 ans, tient un petit restaurant de grillades à proximité. L'endroit est quasiment vide et ses revenus sont en chute.
Tout va bien pour nous ici, mais les gens ne viennent pas parce qu'ils ont peur. C'est bénéfique pour ceux qui en profitent, mais pas pour le peuple russe. La ville de Sébastopol, qui se trouve à 300-400 km des combats, abrite la flotte russe de mer Noire dont les navires déployés en mer tirent presque tous les jours sur le territoire ukrainien. La compagnie aérienne Lufthansa à nouveau confrontée à une grève massive ce mercredi en Allemagne. Un mouvement social qui concerne les employés au sol, notamment dans la maintenance, mais également les opérateurs des véhicules de remorquage des avions. Objectif des grévistes, accentuer la pression sur la direction pour qu'elle augmente les salaires d'au moins 9,5%. Lufthansa n'a pas fait d'offre convenable lors des 2 premiers tours de négociation. Il est temps pour les employés de se faire entendre avant la 3e réunion via cette grève. Et les effets sont visibles. Nous espérons que Lufthansa ne provoquera pas une nouvelle grève à l'avenir. Au total, 678 vols à Francfort et 345 à Munich sont annulés par Lufthansa ce mercredi. Nous avons malheureusement dû annuler plus d'1 millier de vols dans ces 2 aéroports réunis, ce qui signifie que bien plus de 100 000 personnes ne peuvent pas partir en vacances aujourd'hui. C'est vraiment une journée amère pour une compagnie aérienne, mais surtout pour les personnes qui voulaient partir en congé. Des turbulences aussi en Espagne chez Ryanair. Entamée fin juin, la grève du personnel navigant va se poursuivre jusqu'au mois de janvier via des arrêts de travail réguliers de 24 heures. Ils sont en grève aussi quelques 40 000 cheminots britanniques. Faute d'avoir obtenu gain de cause après 3 jours de grève historique fin juin, ils misent sur un nouveau débrayage ce mercredi pour obtenir de meilleurs salaires face à une inflation qui s'envole dans le pays. La nouvelle constitution est adoptée en Tunisie. Le chef de la commission électorale a annoncé un score écrasant, 94,6% en faveur du oui. Mais à peine plus d'un quart des votants du pays est allé aux urnes. L'opposition tunisienne avait appelé à boycotter le vote, qui aura pour conséquence de renforcer significativement le pouvoir du président Kais Saied. D'un côté, le visage de Sélénée, déesse de la lune, et un crabe représentant le mois de juillet. De l'autre, Septime Sévère, empereur romain du 1er siècle après Jésus-Christ. Voilà une pièce de monnaie extrêmement rare et en bon état, vieille de près de 2000 ans. La pièce a été frappée à Alexandrie, dans l'Égypte actuelle. Elle a été retrouvée par des archéologues dans les eaux d'Haïfa, dans le nord d'Israël. Une découverte inédite dans cette zone. La foule des grands jours au Danemark pour accueillir l'enfant du pays, le vainqueur du Tour de France, Jonas Vingegaard, célébré en héros au pays du vélo. Le maillot jaune a eu droit aux honneurs du balcon de l'hôtel de ville de Copenhague. 3 jours après son sacre sur les Champs-Élysées, le Danois de 25 ans dit ne toujours pas réaliser son impressionnante performance. Le coup d'envoi de la Biennale du cinéma de Venise a été donné ce mardi contre mesures anti-Covid et célébration du 7e art. Le directeur artistique Alberto Barbera a présenté à la presse la 79e édition. Le film d'ouverture, comme vous le savez, nous l'avons annoncé hier, est White Noise de Noam Baumbach. Un film très attendu est Blonde d'Andrew Dominic, un film biographique sur Marilyn Monroe avec l'extraordinaire Ana de Armas, sur laquelle il y a de grandes attentes. Et c'est bien que vous le découvriez par vous-même. Je ne dirai rien de plus. Di cui si favoleggia da mesi ed è bene che lo scopriate da soli, non vi dico nulla. Et c'est en effet Netflix qui fera l'événement cette année avec son film Blonde, le parcours de l'icône de la pop culture américaine, très loin des clichés de l'amour. Autre personnage féminin qui fera l'événement à Venise cette année, celui de Lydia Tarr, chef d'orchestre connu et respecté, incarné par Cate Blanchett. Le film sera projeté pour la première fois sur les bords du Grand Canal. La Mostra de Venise se déroulera du 31 août au 10 septembre prochain.